Bonjour à tous, on va commencer le webinaire. Nous sommes environ 90 personnes là de connectées. Bienvenue à tous pour ce webinaire autour des intolérances digestives de la nutrition entérale chez l'enfant. Nous allons regarder quelles solutions pratiques nous pouvons apporter. Je m'appelle Nadège Pichon, je suis responsable médicale sur la pédiatrie pour les laboratoires Nestlé Health Science. Et c'est avec plaisir que nous avons avec nous deux experts du sujet pour nous parler des intolérances digestives, avec le docteur Dominique Gabert, qui est gastropédiatre au CHU de Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre, qui va, dans une première partie, évoquer les intolérances digestives hautes. Ensuite, nous passerons la parole au professeur Noël Peretti, qui est pédiatre nutritionniste au CHU de Lyon, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, qui évoquera, lui, les intolérances digestives basses. Vous pourrez utiliser le chat, la conversation pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous aurons une session questions-réponses à la fin pour les deux présentations, donc à la fin du webinaire, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Sachez également que ce webinaire sera disponible sous quelques jours en replay. Voilà, je vais passer du coup la parole, au premier intervenant qui est Dominique, Guimbert. Voilà, Dominique, je te laisse la parole. Merci beaucoup Nadège. Je remercie également Béatrice Dorigny de m'avoir proposé d'intervenir sur cette thématique aujourd'hui, sur les solutions pratiques à apporter chez les enfants qui reçoivent une nutrition entérale à domicile et à l'hôpital et qui présentent des intolérances digestives. Je m'attarderai aux intolérances digestives hautes pour ma part. Cette intolérance digestive haute peut se manifester par différents symptômes, notamment les syndromes dyspeptiques associant nausées, éructation, pyrosis, inconfort et pesanteur gastrique. Et puis, le reflux gastro-œsophagien, les régurgitations et surtout les vomissements qui, posent le plus de problèmes. Et on évoquera également rapidement les fuites péristomiales lorsque les enfants possèdent une gastrostomie. On s'aperçoit que souvent ces symptômes sont souvent, associés. Sur la droite de l'écran apparaissent les définitions des différents symptômes. J'insisterai sur, le reflux gastro-œsophagien qui correspond à une remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage et les régurgitations. À la différence des vomissements, les régurgitations ne s'accompagnent pas de contractions musculaires ou abdominales, contrairement aux vomissements et c'est parfois difficile d'arriver à faire la part des choses avec différents professionnels ou les parents des enfants. Quelles conséquences, apparaissent avec ces intolérances? Elles sont, multiples et elles peuvent, être associées. On aura surtout peur, d'un défaut d'apport nutritionnel lorsque les enfants présenteront, par exemple, des vomissements et des pertes importantes qui vont aboutir forcément à une perte de poids. Ils peuvent également présenter des douleurs. Le risque, majeur est celui de l'inhalation et des pneumopathies qu'elles peuvent provoquer. Mais souvent, la plupart du temps, ce sont des enfants qui pourront, avoir des douleurs et donc pleurer, être plus irritables, entraînant un épuisement parental et donc un risque à nouveau également d'arrêter la nutrition entérale. Par ailleurs, ces différents symptômes, sont mis en cause dans, l'apparition des troubles de l'oralité secondaires à la nutrition entérale et pourront, par la suite, diminuer la chance de pouvoir sevrer l'enfant de la nutrition entérale. Quelles sont les causes, qui peuvent entraîner ces signes d'intolérance? On va les séparer en 3 grandes parties. On séparera les causes liées à la nutrition entérale elle-même, notamment, au matériel, à la position de la sonde, à la nutrition entérale elle-même, le produit, le débit, d'administration et les causes liées au patient, à sa pathologie, qui peuvent être très différentes en fonction de la pathologie sous-jacente et enfin les causes iatrogènes, j'insisterai peu, les médicaments, pouvant entraîner des vomissements notamment et ils sont nombreux et en première intention, on pense souvent aux chimiothérapies.
Finalement, pour, prévenir ces risques, il faut avant tout respecter des règles de bonne pratique, qui sont, résumées dans le papier que je vous ai mis sur la gauche sur les recommandations de l'ESGAN, la Société européenne de nutrition, de gastro-entérologie pédiatrique. Le calibre de la sonde sera adapté, à l'enfant et à son poids et finalement varie chez les tout petits de 6 French à 9 French en général. La position de la sonde, sera également adaptée et vérifiée. Chez l'enfant, on fait assez rarement, une fois qu'on a posé la sonde, de contrôle radiologique, mais au moindre doute, il faut penser à s'assurer que la sonde soit bien en position antrofundique et surtout, prévoir une fixation adaptée, d'autant plus que l'enfant est petit et cette fixation, en général, doit être confortable et efficace. On met de moins en moins de systèmes au niveau de l'aile du nez, mais plutôt sur la joue et on fait souvent passer la sonde derrière l'oreille et fixée au niveau du cou. Par ailleurs, le débuté nutrition entérale se fait la plupart du temps très prudemment par, des tout petits débits d'instillation. Lorsqu'on utilise un régulateur de débit qui est la pompe est le plus souvent utilisée en nutrition entérale pédiatrique, mais on fait aussi, des instillations en bolus qui seront également débutées, par volume progressif. On ne dépasse en général pas, 50 millilitres par heure chez le nourrisson et au maximum 100 millilitres heure chez le plus grand. Viennent ensuite la notion de positionnement du patient, qui est un peu différente par rapport à l'adulte. Alors certes, on peut arriver à laisser un petit nourrisson en position proclive, mais dès l'instant qu'il va grandir, c'est quasiment utopique de penser qu'il restera dans cette position. Les recos de Lesgan, proposent de positionner le patient sur la droite, mais en général, les enfants, sont allongés dans leur lit la plupart du temps. Donc, si on réfléchit à la physiologie, de la vidange gastrique, celle-ci est régulée, par la régulation nerveuse du nerf, pneumogastrique ou du nerf vague. Elle régule, une action, vraiment par une action directrice excitatrice cholinergique et par le biais de boucles réflexes vasovagales. Le bol alimentaire va arriver au niveau de l'estomac proximal, qu'on appelle aussi grosse tubérosité, qui est représentée en rouge sur ce schéma. Ça a un rôle de réservoir. Il va se relaxer sous l'effet de distension ou des déglutitions et se contracter de manière tonique, ce qui va assurer la migration du repas vers la région antrofundique représentée ici en bleu. Au niveau de l'estomac distal, donc ce corps de l'estomac et cet antre, lui, il est aussi, régi par un pacemaker, qui est situé au niveau de la grande courbure. Ce pacemaker, ce sont des cellules de Kajal qui le déclenchent. Ces contractions déclenchées de forte amplitude, occlusive vont fermer, l'accès, au tube digestif à l'intestin pendant le broyage de la phase solide du repas, puis les contractions, non occlusives vont assurer la propulsion du bol alimentaire vers le duodénum. Donc, en nutrition entérale, la vidange gastrique a une motricité différente par rapport au repas normal. La motricité entrale est quasi absente. L'évacuation se fait essentiellement sous l'effet d'un gradient de pression duodénal, ce qui explique qu'il faut adapter les débits caloriques pour éviter une survenue de distension gastrique trop importante, surtout si la nutrition entérale est continue et donc penser à commencer par des débits progressivement croissants pour que l'estomac s'habitue à ce type de prise en charge. Par ailleurs, les produits hypercaloriques sont souvent évacués de manière plus lente. Lorsqu'on reprend les différents éléments qui peuvent jouer sur cette vidange gastrique, le pH alcalin, le lactose, l'amidon, les triglycérides à chaîne moyenne, les protéines solubles, soluté isotonique et une consistance liquide favoriseront l'accélération de la
vidange, tandis qu'un pH acide, des glucides, des monosaccharides, des triglycérides à chaîne longue, la caséine, des mélanges osmolaires ralentiront plutôt cette vidange. En sachant que la plupart des produits de nutrition entérale ne contiennent pas de lactose à part les produits pour les moins d'1 an. Donc, existe-t-il des solutions médicamenteuses pour favoriser cette vidange gastrique? Les prokinétiques favorisent la vidange gastrique. Les plus connus, mais que nous ne pouvons quasiment plus utiliser, les antagonistes dopaminergiques, comme étaient le primpéran, le prépulside, le motilium, soit sont retirés du marché pour des risques de troubles du rythme ou de syndrome extrapyramidal et ne sont plus utilisés. Il nous reste les agonistes de la motiline. Ce sont des antibiotiques utilisés à plus petite dose pour favoriser cette vidange gastrique. Le problème, c'est qu'ils jouent sur le métabolisme du cytochrome P450 et il faut faire attention lorsqu'ils sont associés à d'autres médicaments et en général, on observe une accoutumance. Les agonistes sélectifs des récepteurs de la sérotonine sont les nouveaux prokinétiques et notamment le prucalopride qu'on peut utiliser plutôt souvent chez le patient polyhandicapé, mais il n'y a pas d'AMM et pas de remboursement et encore moins d'études chez les tout petits. Il reste les antiémétiques classiques, notamment le Zofren, l'Emen, qu'on peut utiliser selon certaines indications pour nous aider un peu, mais il faut mieux chercher à comprendre la cause et adapter la nutrition entérale ou chercher avant de les prescrire en première intention. Et puis, on a également les antisécrétoires, au premier rang duquel les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont utilisés pour pallier aux conséquences des régurgitations, du reflux, des vomissements notamment, plutôt qu'à traiter la cause. Et on rappelle également qu'il n'y a pas d'AMM avant 1 an pour les IPP, même si on les prescrit larga manu. Les solutions diététiques peuvent exister, notamment l'utilisation des produits, des mélanges semi-alimentaires. Des études ont montré une amélioration des symptômes, notamment de la diarrhée, des vomissements, du ballonnement, avec l'utilisation des produits semi-alimentaires qui améliorent la tolérance et la vidange gastrique. Et lorsqu'on reprend cette étude multicentrique française sur les indications de la prescription en nutrition entérale de ces produits, la majorité des patients l'étaient pour des pathologies neurologiques de polyhandicap et les pathologies digestives. Les épaississants peuvent également jouer un rôle, notamment chez les petits qui reçoivent un lait premier âge ou deuxième âge et pas de produits industriels. On peut les rajouter dans les préparations ou utiliser des préparations déjà épaissies, mais c'est réservé souvent aux petits enfants. Donc, je vais poursuivre cet exposé par l'évocation de plusieurs vignettes cliniques qui nous permettront d'évoquer plusieurs intolérances. Cette petite fille d'1 mois et demi est hospitalisée en cardiopédiatrie. C'est une enfant qui est née à terme, mais un diagnostic postnatal de trisomie 21 a été fait. Et c'est une enfant qui présentait un canal artériel persistant, mais finalement, elle sort à la maison rapidement avec un lait artificiel. Au 24e jour de vie, elle a une varicelle et en décline des mauvaises prises de biberon, un arrêt alimentaire qui la conduisent donc à être hospitalisée dans son service de référence, la cardiopédiatrie. Quand je vous disais qu'on faisait d'abord le point sur la pathologie, cet enfant n'a pas de cause cardiaque qui puisse expliquer sa mauvaise prise alimentaire. On enrichit ses biberons car elle boit peu, mais finalement, on n'arrive pas à lui faire reprendre de poids et il est donc décidé de poser une sonde nasogastrique. La nutrition entérale sera débutée avec son lait enrichi à 1 calorie par millilitre, son lait premier âge, de manière progressive pour arriver, vous voyez, quasiment au bout d'une semaine d'hospitalisation, un débit de 25 millilitres/heure, donc petit débit parce que petit poids et petit enfant. Et puis, on complète les biberons qu'elle veut boire dans la journée par le même mélange. Finalement, lorsqu'on introduit cette sonde, elle commence à vomir, elle se ballonne, elle n'est pas confortable
et elle boit encore moins. Donc, peut se poser la question de la sonde qui l'irrite et qui l'empêche de boire, mais finalement, lorsqu'on reprend aussi la littérature, on s'aperçoit que la sonde nasogastrique n'aggrave pas le reflux. Il ne faut pas l'incriminer d'emblée lorsqu'on introduit une nutrition entérale sur l'apparition de ces vomissements. Elle est donc hospitalisée dans notre unité. Elle tolère mal sa nutrition entérale. On va contrôler la position de la sonde nasogastrique qui est bien en place. Essayer de contrôler l'osmolarité du produit. Les laits premier âge enrichis sont parfois un peu plus osmolaires que des produits industriels. Elle est basculée sous le seul produit qui existait à l'époque, prêt à l'emploi. On aurait pu également essayer l'Infarsource, qui est un produit un petit peu plus récent et qui est parfois un peu mieux toléré de fait de sa charge en protéines hydrolysées. Les causes organiques sont également cherchées. C'est une petite fille qui a une trisomie 21 qui est petite et on cherche une sténose du pylore, un diaphragme duodénal comme c'est une trisomie 21, une allergie au lait de vache, une malposition cardiotubérositaire. Tout ça étant éliminé, on propose donc d'introduire un traitement par érythromycine à la posologie de 5 mg par kilo 3 fois par jour qui n'améliore pas du tout la symptomatologie. Comme elle reste hypotrophe, une autre solution est de passer l'alimentation en continu pour qu'elle la tolère mieux, mais elle reste ballonnée, inconfortable. Et donc, on bascule sur un hydrolysat de protéines de lait de vache qui va permettre une nette amélioration de la vidange et du confort. Par ailleurs, comme elle a encore son reflux alimentaire, la recherche d'une pathologie associée est réalisée. Rechercher une achalasie de l'œsophage par une manométrie œsophagienne, un examen ORL qui va trouver qu'elle a une trachéomalacie modérée, rechercher des signes d'hypertension crânienne, et puis refaire le point sur sa vidange gastrique avec une satiété gastrique, le tout étant normal. Cette petite fille gardant quand même, durant cette hospitalisation, un inconfort digestif, même avec un hydrolysat, on décide de passer, avec des vomissements qui persistent de temps en temps, l'alimentation en site duodénal, ce qui va permettre la reprise pondérale. Cette sonde sera passée sous contrôle radiologique car c'est souvent difficile de la faire migrer spontanément. Donc finalement, à 4 mois, elle est encore dépendante d'une nutrition entérale. Elle doit avoir certainement une gastrostomie puisque comme les recommandations de l'ESGAN le disent bien sur les indications de gastrostomie, au-delà de 2 mois de nutrition entérale prévisible, on peut proposer une gastrostomie. Étant donné que cette petite fille dépend d'une nutrition en site jéjunal, elle aura d'emblée la pose d'une sonde gastro-jéjunale par la technique push en un temps. Désormais, les matériels sont adaptés aux petits-enfants et les techniques également, ce qui permettra une alimentation en site jéjunal et éventuellement même de pouvoir drainer son estomac par l'accès gastrique proposé par ce type de sonde. Un plus grand aurait pu avoir la pose d'un bouton gastro-jéjunal, mais chez les tout petits, on préfère un diamètre jéjunal plus adapté aux petits poids. Les recommandations de l'ESGAN sur la nutrition jéjunale, notamment sur les indications. Avant de poser l'indication d'une alimentation jéjunale, il faudra avoir testé un hydrolysat, avoir testé les prokinétiques et fait des examens complémentaires, s'assurant qu'il n'y ait pas d'obstacle, notamment après un TOGD et une fibroscopie œsogastro-duodénale. L'alimentation jéjunale ne sera pas administrée par bolus et sera administrée avec un régulateur de débit. Les contre-indications existent, surtout liées à l'obstruction et pas d'alimentation jéjunale pour les prématurés de moins de 37 semaines. Lorsqu'on reprend cette étude de la littérature, on se rend compte que l'alimentation jéjunale est facile chez les petits pois,
les âges aussi, et les indications sont dominées par les indications neurologiques, mais aussi des enfants qui ont des pathologies de défaillance d'organes cardiologiques, respiratoires. Donc finalement, on a peu de limitations à la fois par le matériel et par les produits. Pour revenir à Mélissa, elle est à 6 mois encore très gênée par des nausées, alors qu'elle a un schéma associant déshydrolysat de protéines, un apport calorique semble-t-il maximal. Se reposer quand même la question de sa pathologie. Et en effet, cette petite fille avait une décompensation cardiaque et nécessitait une intervention chirurgicale qui va l'améliorer. Et à 9 mois, on retrouve une enfant qui reçoit une nutrition nocturne, 500 millilitres sur 10 heures, 200 ml l'après-midi. Vous voyez, avec quand même des temps de nutrition qui restent longs. Le passage en gastrique est désormais possible et on lui posera un bouton de gastrostomie. La nutrition Péros pourra être commencée, si bien que à 9 mois se décide de réintroduire des protéines de lait de vache, puisque finalement l'indication avait été sur celle de la vidange gastrique et pas tant sur un problème d'allergie alimentaire. 2 heures après l'introduction des protéines de lait de vache, elle présente des vomissements profus, une diarrhée. On peut se poser la question d'une contamination de la diète, mais c'est quasi exceptionnel en nutrition entérale. D'une migration de la sonde, mais elle avait un bouton de gastrostomie, pas de raison qu'il migre, et finalement, elle avait quand même une pathologie sous-jacente, un syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, qui fera qu'elle pourra être réintroduite comme souvent pour cette pathologie à 3 ans. Voilà pour cette première vignette clinique. Rapidement, une deuxième, un petit enfant de 2 mois qui a une atrésie de l'œsophage, qui reçoit un allaitement maternel, mais qui avait une gastrostomie d'emblée lors de sa chirurgie initiale et qui est complétée après son CTT par une nutrition entérale sur sa sonde. Il présente 1 heure après la tétée un malaise sans vomissement. Il n'y a pas de sténose anastomotique, il ne régurgite pas. C'est juste pour évoquer, j'en parle rapidement, donc le dumping syndrome, qui est une entité qui peut se présenter par des difficultés alimentaires, voire un reflux, des nausées postprandiales, parfois une diarrhée et souvent chez les petits un malaise lié en fait à une inondation gastrique brutale et un passage du produit de nutrition dans le duodénum qui va augmenter la glycémie, entraîner une sécrétion normale d'insuline, mais comme il n'y a plus de substrat dans l'estomac pour couvrir ce pic d'insuline, l'enfant fera donc une hyperglycémie précoce et une hypoglycémie tardive. Et le diagnostic peut se faire par la surveillance d'une hyperglycémie précoce postprandiale, une glycosurie et une hypoglycémie. J'évoquais ça également parce que lorsque une nutrition entérale est administrée par une sonde, lorsque la sonde peut migrer par inadvertance en post pylorique, on peut avoir également les mêmes symptômes. Le traitement est à peu près codifié. On peut majorer la durée de la nutrition entérale. On peut rajouter des sucres lents sous forme de maïzéanais à 0,5 g/kg par repas. Et surtout, lorsque c'est aigu et il y a une sonde, penser à la migration. Lorsqu'on obtient des fuites péristomiales de manière plutôt brutale chez un enfant avant qui n'avait pas de problème, se poser la question de la vidange gastrique et d'un débit souvent peut-être trop important aussi si ça arrive au moment où on a changé de type de débit d'administration ou si on est passé en bolus au lieu d'une nutrition par pompe. Le bouton de gastrostomie à ce moment-là, c'est la soupape de sécurité et donc les fuites peuvent très bien se faire par l'orifice de gastrostomie et l'enfant ne pas vomir. Et par ailleurs également, les fuites, pensez à enlever le raccord qui est parfois laissé en permanence sur le bouton de gastrostomie. Ça peut favoriser cette traction, le fait qu'il y ait plus de fuites.
La scintigraphie gastrique peut nous aider sur le diagnostic de troubles de vidange gastrique, mais on a peu de consensus chez l'enfant. Rapidement, cet enfant qui était alimenté également par une gastrostomie, mais par une sonde, brutalement, il vomit alors que c'était que l'alimentation par la bouche et même pas la nutrition entérale. Sa sonde avait migré. Il y a une petite collerette à la paroi cutanée et le ballonnet normalement à l'entrée de l'estomac. La sonde avait migré et obstrué son pylore. Et là, c'est vraiment un problème mécanique. On retire la sonde au bon endroit et on regarde surtout lorsqu'ils ont ce type de sonde, le repère. Il y a souvent un petit repère graphique sur les sondes et pensez à faire ça. Si ça arrive trop souvent, on peut poser un bouton de gastrostomie qui parfois est gros chez les tout petits et peut aussi obstruer. Et donc, pensez qu'il existe des boutons de gastrostomie moins volumineux dans l'estomac, des boutons à dôme. Enfin, le dernier cas, la petite Lucie, 18 mois, un long parcours de nutrition entérale avec une pathologie compliquée à comprendre, une hypersensorialité, plutôt des troubles pédopsychiatriques, de troubles de l'attachement, un méricisme, tous les moyens possibles pour qu'elle tolère cette alimentation ont été posés. Finalement, ne sachant plus quoi faire, un jour, elle arrive en consultation, les parents disent ah ben, ça va mieux. En fait, on prépare tout, on mixe tout, et depuis qu'on a arrêté l'alimentation industrielle, elle tolère mieux. On voit arriver cette émergence de l'alimentation mixée naturelle depuis 4-5 ans pour des problèmes de tolérance, et c'est ce qui est évoqué lorsqu'on interroge les familles ou même lorsqu'on fait des études en comparant l'alimentation industrielle et l'alimentation mixée naturelle. Ce qui ressort, c'est une meilleure tolérance digestive. Alors, est-ce que les besoins nutritionnels sont couverts? Sur les études existantes, manifestement, oui. Il y a peu de différence entre la blended, là où mixée, et l'alimentation industrielle. Par contre, on voit quand même apparaître une diminution des apports caloriques liés à la dilution nécessaire pour ne pas boucher les sondes, qui fait que finalement, on a un apport calorique qui peut être moindre. Et donc, en pratique, il n'y a pas d'évidence médecine sur ces blended tube feeds. Il faut avoir plus d'études pour évaluer est-ce que c'est une action sur le microbiote, quelle action sur la vidange gastrique. On a vu que le bol alimentaire, lorsqu'il était dégluti, déclenchait un réflexe qui n'est pas le même qu'en nutrition entérale. Les avantages, elles semblent améliorer la qualité de vie des enfants, des parents, la tolérance digestive, mais elle peut diminuer les apports énergétiques. Il peut y avoir quand même des contaminations bactériennes et cette nutrition ne peut être passée que par bolus et sur une courte durée. Elle peut obstruer les sondes et les temps de préparation sont quand même très importants pour la famille. Donc, finalement, Lesbian, sur les dernières recommandations des patients neurologiques, ne le recommandait pas. On peut rester ouvert, voir les bénéfices et surtout encadrer les parents et guider les préparations et qu'elles soient le plus sécurisées, le plus adéquates possible pour éviter de trop grosses erreurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai passé rapidement la bibliographie et je vais laisser la main à Noël pour évoquer les, les, les problèmes digestifs bas. C'est bon? Très bien. Écoutez, Parfait. bah, merci beaucoup Dominique pour ta présentation. Et donc, de la suite, on va dire logique anatomique, c'est l'étude des intolérances digestives basses cette fois. Et je remercie l'équipe de Nestlé, et notamment Béatrice Dorigny et Nadège Pichon, de leur invitation à vous parler de ça, sur l'aspect pratique. Donc là, les objectifs de cette formation, savoir diagnostiquer les principales complications basses. On va voir, il y en a un peu moins que pour les complications hautes, leurs conséquences, les principales étiologies qui leur sont associées et surtout, finalement, les solutions de traitement, soit préventives, soit curatives. Alors, l'enfant, on va traverser un seul cas clinique, là, plutôt que plusieurs vignettes, mais d'un grand enfant atteint de polyhandicap. Chez ces enfants, il y a des particularités neurologiques, bien entendu, qui vont favoriser toutes ces difficultés hautes et basses, mais là, nous allons focaliser sur les anomalies basses. Alors, il s'agit d'une petite fille de 8 ans qui est suivie donc, pour une infirmité cérébrale motrice, post-anoxie en période néonatale.
Elle est en fauteuil roulant, elle a une hypertonie très importante des 4 membres et des dyskinésies, et elle mange par voie orale, et donc elle est adressée en consultation pour cette courbe de croissance où on voit très nettement une cassure pondérale, déjà ancienne, hein, depuis plus de 2 ans. Alors, un petit focus juste sur les courbes de croissance. Vous le savez sûrement, mais il existe des courbes de croissance descriptives des enfants avec polyhandicap en fonction du stade. Ici, donc, c'est le groupe 5 qui vous est illustré ici par le degré d'atteinte motrice. Et on voit très bien que ces courbes spécifiques par rapport aux courbes standards sont plus linéaires d'une part et surtout plus basses. Et donc, on pourrait tenter de partir sur ces courbes spécifiques. Mais en fait, encore une fois, elles sont descriptives et elles ne sont pas représentatives nécessairement de l'état nutritionnel optimal attendu chez ces enfants. Donc, les recommandations de l'EPSGAN, de la Société européenne de gastro- et patonutrition, c'est d'utiliser les courbes standards pour ces enfants et donc de suivre leur cinétique. Donc, à l'interrogatoire, on vous indique que le repas est compliqué chez cette famille, pour cette petite, avec un petit appétit, des repas qui durent longtemps, plus d'1 heure, et qu'elle est gênée avec une toux fréquente pendant la prise de boissons principalement. Et donc, depuis 1 an, grâce à l'aide du service diététique, un enrichissement a été mis en place qui est bien appliqué régulièrement. Et l'enfant qui acceptait au début des compléments nutritionnels oraux les refuse maintenant parce qu'elle est écœurée là, depuis plusieurs mois maintenant. Pas de point d'appel digestif bas, pas de douleur, pas de vomissement non plus en haut. Elle fait une selle dure, mais tous les 3 jours, spontanée, non douloureuse. Pas de choses particulières. Et donc, à l'examen clinique, une stagnation et surtout un état de maigreur. Pas d'escarre, pas d'infection à répétition, pas de signes embêtants plus que ça. Et donc, à l'enquête alimentaire qui est réalisée, on est autour de 70% de ses besoins. Et donc, la question est là, la prise en charge que l'on peut proposer à ce niveau-là, c'est la discussion de la nutrition entérale qui va se poser. Alors, quelles sont les indications, les modalités de réalisation de cette nutrition entérale chez le grand enfant? Alors, les indications sont les mêmes qu'il y ait polyhandicap ou pas. C'est l'apport énergétique insuffisant, qui se manifeste par une cassure pondérale, l'existence de fausses routes qui peuvent mettre en danger au niveau respiratoire, et un épuisement parental avec comme c'est à titre indicatif des durées de repas par jour qui sont plus de 2 heures, mais ceci est très variable d'une famille à l'autre. On va avoir besoin d'évaluer les besoins nutritionnels pour cibler, pour fixer la cible énergétique. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour l'enfant avec polyhandicap. On va être basé sur les recommandations de la population générale, avec comme point de vigilance que les apports pour l'âge vont plutôt avoir tendance à surestimer leurs besoins parce que le poids et la taille sont réduits pour l'âge et que ces enfants ont plutôt une activité réduite, en l'occurrence pour notre patiente, avec une modulation quand même qui est liée aux troubles neurologiques éventuels associés, d'hypertonie, mouvements anormaux, voire épilepsie, qui, eux, vont avoir plutôt tendance à augmenter les besoins énergétiques. Alors, en pratique, comment on réalise cela? Solution polymérique isocalorique avec fibre en première intention, ça, les recommandations sont assez clair. Il existe des produits hypocaloriques ou hypercaloriques, on en reparlera un petit peu plus loin, et on peut passer à des produits adultes après 40 kg environ. Alors, les modalités, ça va être en bolus après le repas si l'enfant mange encore, ou en continu nocturne, associé avec des bolus éventuellement, ou les repas seuls. Et ça va être selon plusieurs critères, la tolérance de la nutrition entérale, le choix des parents, le plaisir de l'enfant à manger, l'organisation de la famille, est-ce qu'il est en centre, etc. Et comment cela va être réalisé? Ça va dépendre de son état nutritionnel. Une dénutrition sévère va nous guider vers certaines pratiques dont on va parler, de son âge, et puis surtout de la tolérance digestive. On a parlé de la tolérance digestive haute qui intervient beaucoup, et là on va se focaliser donc sur cette cohorte belge qui montre, en fonction de l'aggravation du degré de handicap moteur, que le recours à la nutrition entérale augmente de manière importante avec ce degré de handicap. Pour débuter une nutrition entérale, le mot-clé, ça va être d'être progressif, en volume, en vitesse, mais aussi en concentration. Donc, on peut proposer une nutrition en continu initialement, surtout si on a une mauvaise tolérance digestive ou un état nutritionnel très altéré, ou d'emblée nocturne, dans les autres cas. L'augmentation du volume va se faire sur quelques jours, par exemple, à titre indicatif, une vitesse qui vous est indiquée ici,
et on va cycliser sur 10, 12, 14 heures la nuit pour libérer la journée et permettre éventuellement des prises alimentaires ultérieures si l'enfant veut manger. On pourra rajouter à cela des apports en journée, soit de sieste à la pompe avec des vitesses variables en fonction de l'organisation et de la tolérance, ou en bolus à la seringue, là aussi avec une vitesse de passage manuel qui va dépendre de la tolérance chez l'enfant. Juste un petit aparté que les pédiatres connaissent bien, chez le nourrisson, l'entretien du réflexe de succion-déglutition pour l'enfant qui est en entérale exclusive, initialement au moins. Le débit maximal à titre indicatif, ça a déjà été montré par Dominique juste avant, autour de 50 ml chez le nourrisson, le double chez le grand enfant, mais c'est très variable d'un enfant à l'autre. Certains enfants tolérant des très faibles doses, des très faibles vitesses, et d'autres pouvant aller à 200 ml/h sans difficulté. La concentration, on a vu qu'elle influençait la vidange gastrique, mais elle a aussi un impact sur le transit, et donc on conseille de débuter en isocalorique, puis de passer en énergie, on verra dans quel cadre, et avec un enrichissement possible, généralement ne dépassant pas 1,8 calories millilitres. Ceci est à titre indicatif et toujours sous surveillance médicale et diététique pour certaines pathologies très particulières. On dit classiquement que l'osmolarité maximale est de 350 milliosmoles par litre. Au-dessus, nous augmentons donc les retards de vidange gastrique et le risque de diarrhée. Alors, comment on évalue la nutrition entérale une fois qu'elle a été initiée et qu'elle a démontré son efficacité? La tolérance digestive haute, Dominique vient de vous en parler très en détail, et donc la tolérance digestive basse, ce sont les ballonnements, les gaz, l'inconfort digestif d'une part, et puis le transit avec le nombre de selles, leur volume et leur aspect, l'existence d'irritations du siège qui peuvent orienter vers une malabsorption des sucres avec des selles acides, l'existence d'une constipation ou d'une diarrhée, et là on va voir plusieurs possibilités différentes. Et puis, on évalue la tolérance et bien entendu l'efficacité. Ça, c'est la prise de poids et l'évaluation de l'état nutritionnel, ainsi que le confort de vie, qui sont souvent reliés. Donc, pour cet enfant, l'enrichissement a été un échec. Il a été proposé de mettre en place une nutrition entérale, initialement avec une sonde pour tester la tolérance et son efficacité, mais de partir d'emblée sur un bouton de gastrostomie aurait tout à fait aussi pu se discuter. Et après plusieurs mois d'hésitation, malheureusement, la famille finit par accepter parce que les repas sont de plus en plus longs, de plus en plus difficiles et que le poids continue de diminuer. Donc, elle est hospitalisée pour débuter cette nutrition entérale nocturne sur 10 heures avec 200 ml d'un produit polymérique isocalorique avec augmentation des volumes tous les 2 jours jusqu'à 400 ml qui était la cible souhaitée. Et la prise de poids redémarre à la fin de la semaine, l'enfant pouvant rentrer à son domicile. Par contre, elle revient 2 mois plus tard en urgence pour des douleurs abdominales, un refus d'alimentation et puis surtout une diarrhée qui évolue depuis quelques semaines déjà, qui est allée s'aggravant. Il s'agit d'une diarrhée qui est intermittente, qui dure 24-48 heures, tous les 3-4 jours, avec prescription au coup par coup d'un traitement antidiarrhéique à base de l'opéramide. Et ça fonctionne, la diarrhée s'arrête, mais elle reprend ensuite juste après. Donc, les hypothèses diagnostiques qu'on peut évoquer devant ce tableau sont soit une diarrhée parce que la nutrition entérale n'est pas bien tolérée. Alors, on a quand même un délai pendant lequel ça l'était, mais ça peut arriver. Une cause médicale à cette diarrhée qui vient se surajouter, ou bien l'existence d'une fausse diarrhée sur constipation et l'aspect intermittent peut être sûrement renforcé par les antidiarrhéiques est en faveur de ça. Donc, comment on définit la constipation? Alors, il y a là aussi, les définitions ne sont pas toujours, il n'y a pas toujours consensus, mais de manière pragmatique, on dit moins de 3 selles par semaine, mais ça va être variable en fonction des enfants, de l'alimentation, du type d'alimentation, et puis surtout de la gêne occasionnée. En sachant que c'est fréquent chez les enfants avec polyhandicap, dans la littérature, 1/4 à la moitié, jusqu'à 3/4 dans certaines études, et on va voir ce qui peut faire varier ce taux de fréquence avec des facteurs favorisants qui sont liés à la pathologie des enfants immobilisés en fauteuil roulant, allongés, avec la dysmotricité qu'on a évoquée sur la toute première diapositive, l'hypotonie associée, une alimentation qui peut être insuffisante en apport de fibres et d'hydratation, et puis des traitements médicamenteux qui peuvent, chez ces enfants, favoriser cela, notamment les anticonvulsivants. Alors, quand on regarde la même cohorte bruxelloise évoquée tout à l'heure, on voit que le taux de constipation augmente
régulièrement avec le degré d'atteinte motrice. Alors, quand est-ce qu'il faut évoquer cette constipation? Alors, bien sûr, sur le transit, on vient de l'évoquer, sur la consistance dure et puis les difficultés pour émettre ces selles, et puis donc ce tableau de fausse diarrhée que les gastro et que les pédiatres connaissent bien. Sur d'autres points d'appel digestifs qui peuvent être trompeurs, qui sont plutôt hauts avec des vomissements qui apparaissent, un tableau, on va dire, qui peut être subocclusif chez ces enfants avec polyhandicap, baisse des apports alimentaires et puis des douleurs abdominales qui ne sont pas toujours faciles à identifier et à localiser. Et puis enfin, l'autre point d'appel, là, bien connu des néphrologues, ce sont les infections urinaires à répétition, l'existence d'un globe, etc. Donc, l'EFSGAN recommande pour le diagnostic de constipation en fait un examen clinique attentif et éventuellement l'utilisation du toucher rectal si cela est nécessaire. Donc, à l'examen de cet enfant, on avait un ventre ballonné mais qui restait bien souple, sans défense, une masse palpable en fossilia gauche, voilà, qui était mobile et dure mais indolore, et donc l'ASP est le suivant avec un granité important sur toute cette zone, et donc vous avez porté le diagnostic de fécalome. Il y a eu des lavements qui sont réalisés, intensifiés, mais qui restent inefficaces. Donc l'enfant doit quand même passer au bloc sous anesthésie générale pour l'élimination manuelle par le chirurgien de ce fécalome. Les choses rentrent dans l'ordre et donc la question se pose du retour à domicile et quelle est notre prise en charge possible à ce moment-là. Ça va être la prévention cette fois de la constipation en jouant sur les points que nous avons évoqués favorisant la constipation, l'hydratation, le changement de produit entéral dont on va parler, et puis l'utilisation de laxatifs, ainsi que d'autres mesures qu'on va voir plus en détail. Donc, constipation, la place d'examen, pas besoin d'examen. Dans la grande majorité des cas, on retrouve la recommandation de l'EFSGAN. Par contre, on pensera à chercher une étiologie secondaire si on a des éléments orientant vers une cause organique, un retard d'émission du méconium, donc suspicion de Hirschsprung, un retard pondéral important, une anémie récurrente, et donc possible maladie cœliaque donnant des constipations sévères. Ce n'est pas le tableau classique, mais ça fait partie des choses, des diagnostics différentiels. Et puis donc une atteinte endocrinienne avec une hypothyroïdie qui peut passer malheureusement inaperçue chez ces enfants avec polyhandicap. La place de l'ASP, c'est l'enfant pour lequel qui est difficile à examiner, pour lequel on recherche un fécalome, et pour éliminer d'autres choses comme des niveaux hydroaériques s'il y a des vomissements, donc un tableau occlusif, subocclusif, et puis on peut utiliser aussi ce temps radiologique pour évaluer s'il y a des anomalies vertébrales présentes. Donc le traitement, on a évoqué les 3 premiers points déjà, l'hydratation, on pourra utiliser la gastrostomie. Les besoins hydriques sont les mêmes que chez l'enfant sain, même recommandation. Par contre, chez ces enfants, on peut avoir un risque de révélation ou d'augmentation du reflux si on augmente le volume entéral plus hydratation de manière trop importante. Et donc, le choix du produit de nutrition entérale, c'est l'introduction des fibres, on va en reparler juste après. Et c'est ce sont les 2 points principaux de l'EFSGAN, l'augmentation de l'hydratation d'une part et l'utilisation des fibres en plus du traitement classique que sont les laxatifs, plutôt de type macromolécules que polyéthylène-glycol et paraffine à cause du risque d'inondation bronchique avec ces molécules qui sont plus dangereuses dans le cadre d'un RGO qui est fréquemment présent. On va traiter les causes favorisantes, médicamenteuses ou locales, avec une fissure par exemple, et puis des petits gestes, mais qui peuvent avoir un impact, une aide supplémentaire, c'est la mobilisation et les massages abdominaux. Et donc, là, on retombe, voilà, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire pour l'EFSGAN, les traitements classiques de la constipation comme pour l'enfance. Alors, les produits dentéral avec fibres sont classiques. Leur élaboration et utilisation repose sur un rationnel théorique qui est que finalement, dans l'alimentation normale, il y a des effets bénéfiques de fibres alimentaires, notamment sur le transit, on pourrait dire aussi au niveau métabolique, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, avec l'arrivée de ces sucres non digérés dans le côlon qui vont produire des acides gras à chaîne courte, qui sont l'un des fuels de la cellule colique, et ceci permettant une bonne trophicité, et donc a priori une meilleure absorption en eau et en électrons. Et donc les produits de nutrition entérale sans fibres ont ce problème en miroir en cas d'absence, avec un risque de
théorique de trophicité colique moins bonne, moins performante, et puis tout un questionnement sur les perturbations de la flore et du ratio entre les différentes bactéries. Alors, ce qui est important peut-être, ce qui est intéressant de souligner, c'est ce qu'on appelle l'effet modulateur de ces fibres, c'est-à-dire qu'on pense constipation puis fibre. En fait, il y a plusieurs études qui s'intéressent à cet effet modulateur, qui veut dire que la fibre va pouvoir augmenter la fréquence des selles quand, de base, le patient a un transit réduit, donc ça c'est la constipation, donc là, jusque-là, c'est ce qu'on vient de voir, mais dans l'autre sens, un effet freinateur sur la fréquence des selles quand, de base, le patient, l'enfant, a plutôt un transit sur le mode de diarrhée, et donc un effet freinateur sur la diarrhée cette fois. En fait, ceci va dépendre des fibres, de leur nature, de leur association soluble ou insoluble, et donc là-dessus, on a plusieurs études, je vous en présente une ici, alors qui est adulte et enfant, il y a des cas pédiatriques, qui montrent donc un effet bénéfique sur la diarrhée en fonction de la nature des fibres, en sachant que par exemple les études sur le soja seul n'ont pas montré de bénéfice préventif sur la diarrhée par exemple. Alors, vous prescrivez une reprise de l'entéral pour retour à domicile avec un produit standard, avec fibre cette fois. En fait, clairement, sur ce terrain, on aurait dû débuter avec un produit standard isocalorique avec fibre. Et l'augmentation de l'hydratation avec 3 bolus rajoutés répartis dans la journée et un traitement laxatif en plus. Cette nouvelle prise en charge permet une reprise pondérale qui devient régulière, avec un transit d'une selle par jour, non dur, et la pose de gastrostomie par voie endoscopique compte tenu des fausses routes notamment est proposée aux parents et ceci finit par être accepté. On passe un délai de 6 mois où les choses se passent bien et l'enfant revient avec un ralentissement pondéral en sachant que du fait de ce ralentissement pondéral, on augmente le volume initial qui avait été baissé en fait à 300 ml, ce qui peut expliquer ce ralentissement parce que les parents, voyant que l'enfant mangeait mieux, ont souhaité ralentir l'apport entéral, ce qui peut tout à fait s'entendre. Et donc, à son arrivée à la consultation, on augmente à 500 pendant 48 heures, puis à 600 parce que le poids n'a toujours pas redémarré, et au bout d'une semaine. L'enfant présente, dès les jours qui suivent, des selles liquides 4 fois par jour, un inconfort à type de nausée et ballonnement, il n'y a pas de vomissement. Et donc, au moment de la consultation, vous trouvez à l'examen clinique un abdomen qui est ballonné, souple, tympanique, pas de masse, mais avec beaucoup de bruit hydroaérique, une perte de poids de 15% et des signes de déshydratation qui commencent à être présents. Elle reste stable au plan hémodynamique. Et donc, quel diagnostic pouvons-nous évoquer? Quelle est la conduite à tenir dans ce cas-là? Eh bien, c'est probablement une intolérance digestive basse avec des signes de malabsorption. Et donc, il va falloir changer le débit, la concentration et le produit de nutrition entérale pour juguler cela. Donc, on parle de grêle dépassée. Alors, ce n'est pas tout à fait adapté, cet enfant n'a pas un grêle court, mais l'idée est là. Et vous prescrivez dans un premier temps un allongement du temps de passage sur 18 heures et vous réduisez à 300 ml, ce qui permet rapidement en 3 jours de stopper la diarrhée. Par contre, le poids, évidemment, continue de baisser puisqu'on a réduit volontairement les apports énergétiques. Et donc, vous préconisez le passage, cette fois, à un produit énergie avec fibre, en redémarrant au même niveau d'énergie que celui sur lequel on est actuellement, qui est bien toléré au plan du transit, et puis une augmentation progressive qui vous est indiquée là, ici, par exemple, sur 3 jours, jusqu'au redémarrage pondéral. Tous les 3 jours, on augmentera de 150 ml, en essayant de ne pas dépasser le seuil antérieur de 600 kcal qui était mal toléré. Alors, pourquoi ces diarrhées? En fait, la malabsorption de sucre, l'absorption diminuée des sucres fait que leur concentration augmente dans le milieu intestinal, ce qui en soi augmente la pression oncotique et favorise la fermentation au niveau du côlon, produisant des acides gras chaîne courte, comme on l'a dit tout à l'heure, acides gras, donc pH acide. Et ceci augmente encore l'effet osmotique, ce qui fait un appel d'eau du milieu vasculaire vers le milieu intestinal. Et ceci, avec la persistance de sucre, donne une diarrhée aqueuse, acide, avec donc irritation du siège chez les enfants, et avec présence de sucre dans les analyses de sel. Donc, comment on adapte les volumes et les débits de nutrition entérale? Alors, en fonction de l'âge, plus l'enfant est petit, plus on va être attentif à cela, de la pathologie digestive, est-ce qu'on a une malabsorption, un risque de malabsorption, et puis surtout de la tolérance haute et basse déjà évoquée, avec comme indiqué tout à l'heure, à titre indicatif, des débits de 50 et 100 ml/h pour les nourrissons et les plus grands enfants, et puis des bolus, là aussi, de volume maximum de 200 ml, mais là aussi très variable d'un enfant à l'autre.
En gros, la règle qui, elle, par contre, n'est pas variable, c'est qu'on conseille de débuter et de changer à chaque fois de manière progressive. Comment prévenir, cette fois, la diarrhée sur nutrition entérale? C'est la modalité d'administration tout d'abord. Donc, on ne démarre pas trop, débuter avec des faibles volumes, alors en fonction de l'âge, bien sûr, pas trop vite non plus. Là aussi, on démarre doux et on augmente avec utilisation de débit régulé par une pompe. Pas trop osmolaire, donc là, c'est la forme énergie qui doit être un peu source d'attention. Pas trop froid, mais habituellement, voilà, les choses sont stockées, doit être passé à température ambiante. Et puis au bon endroit, c'est ce qu'évoquait Dominique, avec le risque de dumping syndrome par migration de l'extrémité de la sonde nasogastrique en post-pylorique. Le produit pour la prévention, c'est le polymérique isocalorique en première intention, avec fibres. Alors, les fibres solubles sont à discuter, on en a parlé tout à l'heure. Prévention de l'infection, c'est tous les risques qui sont rares en nutrition entérale. Le soluté doit rester, ne doit pas être branché trop longtemps, les tubuleurs changés, avec une rincure avant et après toute infusion du bouton ou de la sonde gastrique. Et puis la prévention des troubles hydroélectrolytiques et la prévention, là aussi, des effets secondaires iatrogènes sont les médicaments qui peuvent accélérer le transit. Donc, on peut résumer cela en disant, dans le cas d'une diarrhée sous nutrition entérale, est-ce qu'on a un contexte spécifique évocateur de malabsorption ou de fausse diarrhée? Donc, auquel cas, il y a une intervention spécifique là-dessus. Et sinon, est-ce qu'on a une cause infectieuse suspectée ou des médicaments pouvant favoriser cela, comme ceux qui vous sont indiqués là? Et sinon, il reste finalement les modalités de modification de la nutrition entérale, vérifier la position de la sonde, est-ce qu'elle est post-pylorique ou non? Est-ce que la quantité est trop importante, auquel cas on réduit le volume, on le fractionne, et attention aux formes énergie. Trop vite, on ralentit, on augmente le temps de passage, ces deux choses étant liées. Trop osmolaire, on changera de produit si on est en forme énergie, ou on le diluera. Et puis le manque d'apport à NaCl peut être aussi peut favoriser la malabsorption au niveau colique. Alors, les produits énergie qui sont à 1,5 kcal par millilitre, leur indication, c'est une mauvaise tolérance du volume important et quand on est dans des cadres de restriction hydrique comme ceux évoqués ici d'insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique. Et la précaution, bien sûr, c'est le risque de diarrhée et de surpoids si on ne réévalue pas régulièrement. Dernier point, cet enfant est suivi à son domicile pendant 3 mois, les choses se passent bien, une bonne croissance. Elle revient en consultation 1 an plus tard. Un sevrage de la nutrition a été réalisé à domicile à la demande des parents 3 mois avant. Elle s'était mise à manger, il y avait moins de fausses routes, l'état nutritionnel était correct. Et puis 3 semaines avant, une gastroentérite survient avec une diarrhée abondante qui dure 5 jours. Elle perd 10% de son poids à ce moment-là. La diarrhée s'est arrêtée, mais sont apparus des vomissements qui vont croissant plusieurs fois par jour. Et devant la majoration de la perte de poids, depuis une semaine, sont apparus également des douleurs abdominales, un ballonnement, des flatulences et des selles liquides quotidiennes. Qu'est-ce qu'on peut évoquer sur ce tableau qui s'aggrave régulièrement? Une dénutrition sur une carence d'apport avec un sevrage probablement trop précoce, compliqué de l'épisode de gastroentérite qui induit une pince aorto-mésentérique, l'apparition de ces vomissements dans un deuxième temps isolé et une diarrhée de dénutrition qui vient là aussi compléter le tableau. Donc on visualise la pince à l'échographie et au TOGD, une sonde nasogéginale, gastro-géginale qui chante, permet d'aller au-delà et poser. On réalimente progressivement avec un produit semi-alimentaire cet enfant. Et donc là, ce sont les indications, c'est pour introduire les produits semi-alimentaires qui ont déjà été évoqués par Dominique. Leur indication, c'est la malabsorption grâce à l'utilisation de triglycérides à chaîne moyenne et de protéines ou de sucre partiellement hydrolysé. Donc, vous avez les caractéristiques indiquées ici. 1 mois après, le poids est revenu à sa courbe normale et on va progressivement basculer le produit d'une part de duodénal à intragastrique et après de produits semi-alimentaires à produits standards et les choses vont être bien tolérées. Donc, en conclusion, la nutrition entérale avec polyhandicap, le type de produit utilisé en fonction de la situation, polymérique, ISO, standard, avec fibre le plus souvent, forme énergie quand il y a des besoins augmentés ou des problèmes de volume, l'hypocalorique dont je n'ai pas parlé ici pour le tableau inverse, et puis les hydrolysats pour les malabsorptions et les troubles de vidange gastrique. Donc, si on reprend notre tableau, mais en précisant les indications des différents types de produits,
polymérique iso avec fibre pour la constipation, la diarrhée en préventif, selon le type de fibre, ou quand on est trop osmolaire, les formes polymériques énergie quand il y a trop d'apport ou un inconfort digestif important, ce qui revient un petit peu au même, et les semi-alimentaires pour les malabsorptions. Il y a une fiche gastro du groupe francophone sur la nutrition de l'enfant avec polyhandicap. Publication très récente du livre du comité de nutrition de la Société française de pédiatrie sur l'alimentation de l'enfant et de l'adolescent qui aborde spécifiquement la nutrition entérale, le polyhandicap. Et puis les 2 livres un peu anciens qui sont en cours de réédition pour la Bible de la SFNCM, le traité de nutrition clinique. Je vous ai mis quelques articles qui me semblaient intéressants et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Noël, et merci également, Dominique, pour vos présentations. Donc, vient le temps de la session, les sessions questions-réponses. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions, dans le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez, à les poser via, la conversation. Moi, j'ai une question pour démarrer cette session autour de la composition en lactose et gluten des produits de nutrition entérale. Qu'en est-il? Alors, je l'ai évoqué rapidement, il n'y a pas de lactose dans la plupart des produits des plus de 1 an. Il y en a juste dans les produits pour les enfants de moins d'1 an pour le lactose. Et il n'y a pas de gluten non plus. D'accord, merci. J'avais une autre, question autour de votre pratique, autour de la nutrition entérale, par bolus ou, en continu. Qu'est-ce qu'il en est dans votre pratique autour de la fréquence de ces 2 modes, d'alimentation? Alors, de manière très simple, en fait, le schéma classique, c'est la nutrition entérale qui permet nocturne, pardon, donc on va dire continue, semi-continue, c'est que la nuit, qui permet de libérer la journée en termes d'activité, qui pose des problèmes physiologiques, parce que, ben, on mange pas en continu pendant 12 heures habituellement et donc des questionnements qui peuvent, se poser au moment du sevrage des tentatives de sevrage de nutrition entérale. Voilà, donc le schéma classique du vrai continu 24 heures sur 24, c'est le patient très dénutri ou avec une intolérance ou une malabsorption digestive importante. Et sinon, on est plutôt sur du nutrition nocturne, alimentation orale plus bolus ou pas. Je pense que c'est là-dessus, il n'y a pas trop de choses. Dominique, tu veux rajouter quelque Non, chose ouais, ou... complètement d'accord. C'est vrai que, peut-être depuis qu'on essaye de sevrer les enfants aussi, on revient un peu plus sur le bolus que ces nutritions nocturnes dès qu'on peut, et intragastrique aussi plutôt que, duodéno-jéjunal puisque là, on ne peut pas faire de bolus. D'accord, merci pour, ces précisions. Alors on a une question, est-ce qu'il y a une contre-indication à garder des poches des produits alimentaires sur du long terme? Euh, je, je dirais non, a priori. Par contre, on essaye quand même globalement, quand on est sorti de la phase, par exemple, si ça a été utilisé pour une question de renutrition et que le problème était transitoire, on essaye de repasser après quelques mois à un produit standard pour garder ça aussi éventuellement je dirais un peu en cartouche de réserve. Mais non, sinon on a des enfants qui sont en semi-élémentaire sur des très longues périodes. Et c'est vrai Oui, qu'il y a pas de fibres dedans, donc c'est vrai que dès oui. qu'on peut, on revient sur un produit, plus classique. Alors on a des questions autour du bolus, 2 questions. Donc quel volume maximum pour, les bolus, à la seringue? Et justement une autre question, à quel moment peut-on envisager une administration à la seringue et comment doit-on s'y prendre? Alors sur les volumes, ça dépend du poids, de l'âge de l'enfant, de sa tolérance, c'est compliqué d'avoir, une réponse, claire. Parfois, on les fait aussi sur 1 heure, par exemple, quand c'est compliqué, qu'il y a plusieurs seringues à passer, finalement, les parents, ils mettent, sur 1 heure de temps, un volume déterminé plutôt que de les passer à la seringue. Et après, j'ai oublié, l'autre question. À quel moment peut-on envisager une administration à la seringue? Comment doit-on s'y prendre et quel volume maximum pour les bolus à la seringue? Là, c Alors,
je suis pas sûr de bien comprendre la question. À quel moment, en fait, une fois que l'initiation, en fait, on peut le commencer dès le début, en fait, hein. Ça, on peut commencer avec des bolus à la seringue, initialement, Et par petits pour s'y volumes prendre. également, pas le Oui, gros oui, oui, volume bien qu'on veut sûr. mettre, on a nos objectifs, Mmh. mais comme on commence, sur le quart ou le tiers de ce qu'on veut mettre, par exemple, si c'est ça la Ça question toujours, pratique. ouais, tout à fait. Toujours et puis, alors une petite chose qu'on n'a pas du tout évoquée là, mais, je pense qu'il est intéressant notamment pour les tout petits, c'est que la motricité, notamment la vidange gastrique est stimulée, favorisée quand on déglutit, quand on mange, hein, tout ça, c'est coordonné et donc c'est vrai que l'utilisation pour des enfants qui peuvent manger et qui ont des bolus, par exemple, de commencer en les faisant manger et en administrant le bolus, alors chez le petit, ça peut se faire quasiment en même temps, mais sinon après, c'est des choses qui peuvent chez certains améliorer. On le voit par exemple, si le bolus est fait tout seul, il y a des parents qui disent: «Bah, en fait, il ne tolère pas, il vomit». Si on le laisse prendre un peu au début de son alimentation et qu'on passe le bolus dans la suite, les choses sont mieux tolérées. Voilà, donc ça, c'est des petites choses. Après, je dirais qu'on a aussi des cas, on en voit, alors c'est pas fréquent, mais on en voit de temps en temps, l'inverse, c'est-à-dire des enfants qui ont une nutrition, prolongée, en passage et qui ne tolèrent plus et le passage en bolus finalement est mieux toléré. Donc c'est pas toujours, enfin la théorie est pas toujours, suivie, hein. Voilà, donc il faut savoir s'adapter à ce que nous décrivent les parents. Et sur le volume maximum, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Par exemple, chez l'enfant en situation de polyhandicap, souvent c'est 200 millilitres à peu près, surtout si on a un produit, hypercalorique. D'accord, merci pour ces réponses. Je vois qu'il y a pas d'autres, questions dans le chat. Ah si, une dernière question. Pour la nutrition avec fibres, on instaure combien de temps après le début d'une, nutrition entérale? Ça pose aussi la question finalement de la nutrition entérale d'emblée avec fibres aussi. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, non, on peut commencer d'emblée avec fibre, hein. C'est la rec pour les enfants avec polyhandicap, pour le cas qu'on a présenté, on aurait dû démarrer avec fibre d'emblée, en fait, hein. Donc il y a pas de après là aussi, clairement, il y a des enfants qui ne alors la nature de la fibre est importante. Il y a des enfants qui ne tolèrent pas, alors on dit plus les fibres insolubles que les fibres solubles, mais il y a certains enfants qui tolèrent très mal, l'introduction des fibres, hein. Donc là, il va falloir aussi, voir comment ça se passe, quoi. Une question autour de à partir de quel âge ou quel poids doit-on passer, sur des poches adultes? Alors ça, je pense que la législation dit 16 ans, il me semble, et puis à 40 kilos, enfin, c'est à peu près ça en général. Parfois, il y a des 16 ans qui font 35 kilos, hein, alors on reste aux produits pédiatriques. Il y a quelques caisses qui commencent à nous poser des questions et je sais que moi, j'ai dû basculer des patients à la limite de poids des patients sous produits adultes, en effet. D'accord, très bien. Ben, je crois on est dans les temps là pour clôturer, ce webinaire, qui, j'espère, vous aura été, utile et formateur dans votre pratique. J'ai un grand merci à Noël Peretti et à Dominique Guimbert pour leur intervention. Sachez que ce webinaire existera également en mode replay, dans quelques jours. Vous pourrez, le revoir. Et je vous remercie pour votre participation, à ce webinaire. Vous étiez, très nombreux et je vous remercie de bien quitter la session, Teams, en partant. Merci à tous et à une prochaine fois pour un nouveau webinaire. Au Au revoir. revoir. Merci à tous, au revoir.